cinquième colloque, un petit regard en arrière et essayer de regarder un peu plus en avant. On dirait quelle est l'étape à laquelle nous sommes. Alors d'abord, surmédicalisation, surdiagnostic, surtraitement, un peu moins sous-médicalisation, ce sont des sujets dont personne ne parlait il y a 5 ans. Ce sont des sujets qui aujourd'hui sont saisis par plein d'autres gens et nous nous en réjouissons. Nous n'avons aucun droit d'exclusivité ou de priorité, bien au contraire. Peut-être même, si on est un peu vaniteux, on peut se dire que nous avons contribué à populariser quelque chose qui malheureusement est trop resté longtemps dans l'obscurité. Les choses sont ce qu'elles sont, on continue. Alors, maintenant, la question c'est, qu'avons-nous abordé? Sûrement pas la totalité qui est énorme de ce que ces concepts contiennent, mais nous avons choisi ce qui nous paraissait à la fois opportun maintenant et à notre portée. Et j'énumère les dépistages des cancers du sein. Vous remarquerez que j'ai mis en majuscule le des cancers du sein pour expliquer que plus ça va et plus on est convaincu, et quand je dis on, c'est pas nous, mais c'est de plus en plus de gens, que cancer du sein, c'est un ensemble de maladies fort différentes dans leur potentiel évolutif, et c'est probablement là que se situe un des malentendus qui continue à persister et qui nourrit la controverse qui, en 2012, était étouffée et qui, en 2015, a été ouverte, probablement par des gens qui regrettaient qu'on ne puisse pas continuer à l'étouffer, mais ça, c'est faire des procès d'intention, l'objet de notre réunion. En 2015, donc, une ouverture, la controverse est probablement un élément qui incite la ministre de la Santé à ouvrir une concertation nationale sur le dépistage des cancers du sein. Nous nous interrogeons, qu'est-ce qu'on fait? Et on dit, bien, on participe. On participe parce que, maintenant que beaucoup de gens ont l'air de dire qu'il y a un risque de surdiagnostic, essayons de ne pas être simplement sur le côté et de ne pas nous exprimer. Et à cette occasion, nous avons, je crois, un peu contribué. Ne nous faisons pas d'illusions sur la conclusion qui doit être aujourd'hui conduite. Je dis aujourd'hui, précisément aujourd'hui, vendredi 27 mai, la réunion de conclusion de restitution de la concertation sur le dépistage se tient aujourd'hui. Bon, c'est dommage, on ne peut pas être au fer et au moulin. Nous sommes ici parce que nous avions depuis longtemps décidé de cette date et que nous y sommes très attentifs. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2015 dans cette concertation? Eh bien, nous disons, très bien, organisons une réunion, et cette réunion a eu lieu au mois de janvier. Le 12 janvier. Janvier. Au mois de janvier, nous avons une réunion et nous avons invité tous les gens qui nous paraissaient être en mesure d'apporter un éclairage intéressant et constructif pour que l'on avance et que ceci permette au moins à ceux qui y ont participé et à ceux qui suivent un peu ce qui se passe à l'intérieur de Princeps de voir que nous ne sommes pas figés dans des attitudes ou dans des décisions ou dans des jugements qui nous permettraient d'être plus cohérents peut-être parfois, mais qui aussi auraient l'inconvénient de ne pas être capables de s'adapter à des connaissances nouvelles. Je ne reviens pas là-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'état des lieux de ce dépistage des cancers du sein, de ce dépistage organisé des cancers du sein. Pour ce qui concerne les médicaments essentiels, 2012-2014, c'est la période pendant laquelle, sous la conduite de Michel Thomas, la Société française de médecine générale, la Société française de médecine interne
parvient à établir une liste de médicaments essentiels. Cette liste existe, vous la connaissez, je n'y reviens pas. Pendant la même période, il y a eu une tentative d'établir une liste des généralistes, et là, bon, nous n'avons pas encore abouti. C'est dommage, mais bon, il ne faut pas désespérer. Michel Thomas fera tout à l'heure aussi un bilan pour ce qui concerne l'axe médicaments essentiels et qu'est-ce que nous devons dans l'avenir faire. Pour ce qui concerne le coût des médicaments et ce que l'on pourrait convenir d'appeler le juste prix, il y a la première période qui est une période qui se poursuit dans l'esprit de beaucoup de gens et qui est malheureusement encore exclusive dans la presse, qui est l'indignation. L'indignation face à des médicaments dont le coût par traitement et par patient peut atteindre 100 000 € ou plus, et le fait que nous savons parfaitement bien que ce coût est non seulement exorbitant, mais qu'il rend l'accès à ces médicaments réservé à un petit nombre de patients qui est bien inférieur à celui qui correspondrait aux besoins, encore que parfois les besoins soient incertains et qu'il y ait sur ce sujet des discussions qui sont à loin d'être closes. De cette période d'indignation et de prise de conscience, nous pensons qu'il faut passer à l'inventaire et ne pas, dans une espèce de jugement général, confondre tous les médicaments dont les prix sont élevés ou éventuellement qui soient l'objet d'une hausse. Parce que ça n'est pas exactement la même démarche de la part de l'industrie de mettre sur le marché un nouveau médicament à un prix exorbitant ou de prendre un médicament dont le prix paraît tout à fait acceptable et puis progressivement, parfois insidieusement, parfois brutalement, d'en augmenter le prix. Pour ce qui concerne les surdiagnostics, on élargit le problème et la question des dépistages inefficaces et générateurs de surtraitement. C'est la première observation, et il faut que, pour ce qui concerne l'ensemble des surdiagnostics, on ne limite pas notre sujet au dépistage des cancers du sein. Il y a d'une part les dépistages des autres cancers, nous aurons l'occasion de parler au cours de cette réunion, et puis il y a le fait que nous devons probablement accompagner en France, développer des campagnes qui ont été entreprises dans le monde anglo-saxon, à savoir la campagne Less is More, dont les lecteurs de British Medical Journal sont familiers, et puis la campagne Choosing Wisely, c'est-à-dire la sélection spécifique des actions qui paraissent plus importantes que d'autres, qui ont été bien évaluées, etc. Je n'en reviens pas. Enfin, pour ce qui concerne les surtraitements, nous avons, d'une façon un peu rapide, survolé le problème des statines, des normotenseurs, des psychotropes, les antibiotiques qui vont être l'objet d'une partie de notre réunion cette année, et puis les problèmes de surtraitement dans le domaine de la chirurgie et de la déprescription, chirurgie et radiothérapie, et puis les problèmes liés à la déprescription qui seront aussi des sujets dont on traitera pendant notre week-end, notre réunion de jour. Voilà, maintenant demain. Demain, reprenons les mêmes colonnes, dépistage des cancers du sein. Il serait temps que nous fassions en France un usage approprié de cette magnifique base de données qui ne comporte pas toutes les données intéressantes, mais qui en comporte énormément et qui nous permettrait sans doute d'avancer d'une manière décisive, non seulement en s'appuyant sur le résultat des analyses épidémiologiques faites sur les populations d'autres pays, mais sur le résultat possible de l'examen de la population française dans ce domaine. Et nous avons discuté avec Philippe Autier, qui est ici présent, et qui tout à l'heure peut-être en dira un mot, sur l'éventualité de solliciter la base de données SNIRAM pour voir dans quelle mesure on pourrait avancer les choses dans le domaine du dépistage du cancer du sein et consolider un certain nombre de nos connaissances. Les dépistages des autres cancers seront évoqués. Les dépistages des autres pathologies sont aussi des actions qui sont proposées et dont il
lesquelles il faut essayer de savoir quelles sont celles qui ont un rapport bénéfice-risque tel que l'on puisse les appuyer, ou d'autres qui, au contraire, ont un rapport bénéfice-risque qui interdit qu'on s'y associe, et qui méritent que l'on fasse une analyse critique des résultats, donc qu'au bout du compte, on puisse dire qu'il y a des dépistages légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Les médicaments essentiels, maintenant, il y a des étapes qui sont à aborder de la liste qui est actuellement existante, qui est la validation par spécialité. Je n'ouvre pas la discussion là-dessus. Il est en cours de gestation peut-être l'écriture d'un livre sur les médicaments essentiels, revenir sur le problème des médicaments essentiels et de l'évaluation clinique de leur caractère vraiment essentiel, de la confirmation, ou éventuellement de l'affirmation de ces caractères, et puis ensuite les modèles et les priorités. Le coût des médicaments à leur juste prix, alors là je crois qu'il y a une étape qui est importante et qu'on va tenter de commencer à franchir, qui est aujourd'hui de commencer à comprendre quelle est la stratégie des firmes. Comment peut-on lutter contre un mouvement dont on ne comprend pas les objectifs si nous-mêmes nous sommes complètement désarmés, qu'on dit ben oui, on empile les observations, ça suscite de l'indignation et puis on s'en tient là. Eh bien non, je crois qu'il faut dépasser, si nous voulons commencer à agir de façon efficace, il faut comprendre ce que les autres veulent faire pour que nous sachions comment construire notre façon d'agir nous-mêmes. Il faut qu'on conçoive une stratégie diversifiée et adaptée à la situation, ou plus précisément aux situations, parce que je crois qu'elles sont multiples. Il faut faire des choix exemplaires, et en particulier dans le domaine de ce qui est, de ce qui sera, ou plus précisément, vous verrez que ce n'est pas seulement l'avenir, c'est déjà le présent, les choix de la production, de la diffusion et de la commercialisation de médicaments produits dans des filières à but non lucratif. Ce qui est là vraiment une sortie complète du schéma dans lequel nous sommes présents enfermés, et construire progressivement, participer à la construction, soyons un peu plus modeste, participer à la construction d'un business model non lucratif, virtuel pour commencer, et ensuite d'en faire une réalité. Il faut que nous fassions, je vais là très vite et j'ai fini, une recherche de partenaires organisés qui soient des généralistes, des spécialistes et des hospitaliers. Nous avons donné une préférence jusqu'à maintenant à nos relations avec les généralistes, et il faut continuer à avoir une relation étroite avec les généralistes organisés, mais il faut qu'on commence à aborder les difficultés que nous aurons éventuellement à dialoguer, parce que bon, il est probable que les objectifs doivent être définis avec les spécialistes, avec les hospitaliers, avec les institutions publiques et privées, en particulier avec les privés à but non lucratif, avec les associations, avec les ONG. Pour le moment, nous avons été un peu des cavaliers seuls. Nous avons bien entendu nos amis de la SFTG, nous avons les amis généralistes, nous avons la faculté de Bobigny qui a la grande gentillesse de nous accueillir. Tout ça, c'est très bien, mais je crois qu'il faut dépasser il faut avoir des ambitions plus grandes. Les relations avec les partenaires internationaux, ça paraît bizarre qu'un petit groupuscule comme le nôtre ait la prétention. Eh bien non, je crois que nous pouvons légitimement commencer à avoir des relations suivies avec des partenaires internationaux qui poursuivent des objectifs comparables aux nôtres. Hein, parce que, croyez bien que nous ne sommes pas seuls, loin de là. Dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, dans les pays scandinaves, en particulier dès qu'on aborde le problème des médicaments essentiels, là, on peut vraiment se tourner vers eux. Pour ce qui concerne d'autres partenaires, nous avons des relations depuis plusieurs années avec les pays du Maghreb, et certains d'entre nous participent d'une façon régulière, grâce à l'entremise de notre ami Omar Bressi, à une activité dans le domaine de la santé, et disons des choses qui ressemblent à ce que l'on dit ici, dans ces endroits-là. Nous n'avons pas deux langages différents quand nous avons des interlocuteurs différents. Un problème que nous avons superbement ignoré jusqu'à maintenant, c'est le problème du financement. Jusqu'à présent, nous avons dit nous sommes des gens désintéressés, nous avons une indépendance
finance parfaite, donc le financement, ça ne nous regarde pas. C'est très bien, c'est une attitude tout à fait vertueuse, mais ça ne suffit pas. Par exemple, nous avons décidé récemment que nous voulions que toutes nos réunions soient fixées pour la postérité dans des vidéos mises à la disposition de qui voudra les regarder. Bon, ce jeune homme qui travaille aujourd'hui pour faire ce travail vient et il n'a aucune raison, lui, de dire vous n'avez pas de financement, ben vous n'aurez pas. Je vais quand même travailler pour vous. Non, il n'a aucune raison comme ça, il a besoin de gagner sa vie. Et il va falloir qu'il nous donne quelque chose qui correspond à un salaire normal pour le travail qu'il fait. Alors c'est pour ça que cette année on a dit oh, on va résoudre le problème, on va demander un petit peu plus de participation pour l'inscription. C'est très bien, mais ça veut dire que si on peut faire face à cette exigence-là, pour le reste, rien ne peut continuer à se faire si nous n'avons pas une source régulière de financement. Alors, comment faire pour être financé et garder son indépendance? Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ont résolu ce problème, il n'y a aucune raison que nous ne parvions pas à suivre. Deuxièmement, une personne morale. Alors là, j'engage ma responsabilité parce que je sais que parmi les animateurs du groupe Princeps, tout le monde n'est pas d'accord. Ça fait des années que ce désaccord ne nous a pas empêché de continuer à travailler entre nous, mais je pense qu'il va falloir qu'on cesse d'être aussi superbement inexistant. Alors, nous sommes un groupe virtuel, un groupe qui n'a ni statut, ni bureau, ni rien. Bon, c'est merveilleux. Hein. Nous pouvons dire à tous ceux qui se sont organisés, oui, mais vous avez limité votre liberté de penser parce que vous êtes enfermé à cause de vos statuts, vos objectifs, etc. Donc c'est très bien. Est-ce que vous croyez qu'il ne serait pas temps d'être une personne morale? Parce que si vous voulez demander un financement, on va dire d'accord, mais qui on finance? Hein, un groupe qui n'existe pas, un groupe qui n'est même pas capable d'avoir un compte en banque. Bon, voilà. Et je sais que c'est un objet sur lequel on peut éventuellement avoir... Alors c'est très bien, Michel Thomas, il vient ici pour sa faculté d'origine, et alors là, tout le monde lui ouvre les portes, et par conséquent, ouvre les portes à notre groupe. C'est merveilleux. Mais, par exemple, nous avons fait une réunion grâce à l'accueil que nous a réservé la Fondation pour le progrès de l'homme, Charles-Léopold Meyer. Et la première question qui a été posée quand j'ai dit j'aimerais bien retenir la salle parce qu'ils ont la générosité de prêter leur salle gratuitement, même le café est gratuit, vous voyez, quand même, le monde contient un certain nombre de gens à la fois à l'esprit ouvert et généreux. À Bobigny, à la Fondation Charles-Léopold Meyer. Mais ils ont dit, mais qui êtes-vous? Alors je dis, moi, je m'appelle Jean-Claude Salomon, d'accord, c'est bien. Mais je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin que ça. Alors, je vais donner des références. Mon papa faisait ceci, maman. Mais tout ça, c'est de la rigolade. Donc, on veut absolument changer la manière d'aborder les problèmes de santé. Soyons un peu sérieux. Il faut quand même... Bon, c'est peut-être les autres qui ont tort de nous demander de donner des justifications sur notre existence. Et s'ils ont tort et que collectivement, presque tous les interlocuteurs, y compris les mieux disposés, nous disent « mais qui êtes-vous » On a un site internet. Voilà. On a un site internet. Pour exister en 2016. Alors, je ne m'apesantais pas, je crois que le problème, il est bien. Alors maintenant, j'ai repris des actions directes. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de rapprocher ça d'un groupe qui a fait parler de lui il y a une trentaine d'années. Mais des actions directes, ça veut dire on cite à une période où la préoccupation sécuritaire est, semble-t-il, très importante, il est probable que si j'envoie un mail où je parle des actions directes, je vais être aussitôt identifié comme étant un participant à Daesh, je ne sais pas. Des actions directes veut dire qu'il faut aussi, dans certains cas, que l'engagement, ça ne soit pas que de bonnes idées. Je pense que l'engagement, c'est aussi de passer des idées à ce qui se passe sur le terrain, des idées confrontées à des réalités qui ne sont pas toujours des réalités faciles à assumer. Bon, et ceci étant, je m'arrête. Alors, je profite de la
dernière diapositive pour vous annoncer que le 23 septembre, à la Fondation Charles-Léopold Meyer, sous réserve de confirmation que la salle ne sera pas attribuée d'une façon autoritaire, mais c'est une précaution oratoire que les gens de cette fondation disent, c'est d'accord, entendu, la salle est réservée pour vous. Nous allons passer une journée à discuter du prix des médicaments, de leur coût, ce qui n'est pas la même chose, on en parlera demain matin, et de l'intérêt général. Comment est-ce qu'on peut mettre l'intérêt général à côté de choses aussi matérielles que le prix, le coût? Nous verrons ça. Je ne m'étends pas noter simplement sur vos tablettes que toute la journée sera réservée à une discussion à laquelle nous espérons pouvoir faire participer, y compris et surtout des gens qui ne sont pas du même avis. Voilà, je vous remercie beaucoup.